L'atelier Grénothèque de la médiathèque de Lourdes vous propose aujourd'hui, et c'est de saison, les sapins de Noël. Alors d'où vient cette tradition? Eh bien, ça s'ancre dans des périodes très très lointaines. Il s'agissait souvent de cérémonies qui accompagnaient les jours les plus courts de l'année. Et ces jours les plus courts de l'année, en fait, engendraient des frayeurs. On se demandait toujours si le jour ne viendrait pas à raccourcir jusqu'à disparaître. Et donc, c'était des genres d'incantations pour l'année qui allait revenir et le jour qui allait de nouveau continuer à grandir. Alors, cette année qui recommençait et que nous, on fête au Nouvel An, elle était accompagnée de souhaits, c'est les meilleurs vœux que l'on se souhaite maintenant, et surtout des souhaits de nouvelles récoltes et de nature renouvelée. D'où ce choix qui avait été porté sur les végétaux toujours verts. Alors correspondent à cette tradition aussi le hou et le gui, qui sont verts au milieu de l'hiver et qui portent des fruits. Et il a existé donc une symbolique qui se rattachait non seulement à cette éternité au milieu de l'hiver, mais aussi à l'arbre du paradis. Les premières manifestations que l'on a observées, c'était pendant les mystères, ces pièces de théâtre qui étaient données sur le parvis des églises et où un arbre du paradis était figuré par un arbre qu'on couvrait en fait de pommes ou de fruits et qui symbolisait non seulement l'arbre du péché. Il faut se rappeler que le pommier en latin ça se dit malus, donc on comprend le sous-entendu. Et donc cet arbre de paradis était souvent couvert de pommes rouges. Ça a donné plus tard cette symbolique qui existait dans les pays du Nord, les pays germaniques, et puis les pays encore plus au nord, et qui consistait en fait à décorer un sapin avec des pommes rouges au cœur de l'hiver. Alors cette tradition qui est longtemps restée cantonnée aux pays protestants et à l'Alsace est arrivée chez nous de deux façons. D'abord par les héritières qui arrivaient des pays germaniques et qui étaient mariées au roi de France, et ça a été le cas pour l'épouse de Louis XV, Marie Lesenska, qui a installé le premier sapin de Noël à Versailles. Et puis après, cette tradition s'est augmentée quand il y a eu, à la suite de la guerre de 1870, l'arrivée des Alsaciens qui se sont réfugiés sur le territoire français et qui ont apporté cette tradition avec eux. Dans les pays germaniques, donc, au XVIIe siècle, les confréries déjà installaient ces arbres de paradis au milieu de l'hiver. Et puis petit à petit, c'est une tradition qui a gagné les domiciles privés, les familles, à tel point qu'il a fallu d'ailleurs faire une législation pour éviter qu'il y ait trop de sapins coupés de façon sauvage. Et ensuite, donc, au XVIIIe siècle, ça s'est généralisé, jusqu'à arriver chez nous, comme je vous l'ai dit, au XIXe siècle, pendant la guerre de 70. Alors, on les décore traditionnellement, et c'était déjà le cas à l'époque, avec des choses qui symbolisent l'année à venir, les récoltes à venir. Donc, on y suspendait des pommes rouges, et on y mettait aussi des épis de blé pour favoriser de bonnes récoltes, et des fleurs de papier. Il existe d'ailleurs une légende, je ne sais pas si ça a été confirmé, qui explique l'arrivée des boules en verre de la façon suivante. En Alsace, une année qui avait suivi une très très mauvaise récolte et où les pommiers n'avaient rien donné, un maître verrier a eu l'idée de fabriquer des fausses pommes en soufflant des boules de verre, et c'est une tradition qui ensuite se serait généralisée. Alors bien que l'ère du plastique ait amené chez nous des sapins artificiels, il continue à y avoir une vente tous les ans. Vous avez dû voir des sapins sur le trottoir ou dans les commerces avec ou sans racines d'ailleurs.
Et le plus fréquent qui est commercialisé actuellement, c'est le sapin de Norman. Alors contrairement à beaucoup de pins et de sapins qui sont sur notre territoire et qui sont d'origine nord-américaine, le sapin de Norman en fait a été trouvé par Monsieur Norman, effectivement. Il s'appelle Abies normandiana, voilà. Et il a un feuillage robuste et brillant et des branches régulières qui font qu'il est souvent le premier choix pour orner nos maisons. Alors il a été trouvé en fait en Crimée et c'est à la suite d'une expédition botanique. Enfin souvent comme les personnes de cette époque-là, ils étaient multifonctions, c'est-à-dire ils rapportaient non seulement des plantes mais aussi des animaux. Et donc ce monsieur a travaillé pour le roi Nicolas Ier en Russie. Et c'est à la suite de cette expédition que le sapin de Norman a été trouvé. Il a été rapporté sous forme de graines, puisqu'à l'époque on ne disposait pas des moyens qu'on a maintenant pour transporter les plantes. Et découvert en 1835, il a été introduit en Europe au milieu du 19e siècle. Donc actuellement, le sapin de Norman fait partie de la première culture de sapin de Noël en France. On en trouve principalement dans le Morvan. C'est un peu amusant parce qu'en fait, ce sont les mêmes zones de culture qui accueillent le sapin de Douglas qui, lui, est utilisé pour la menuiserie. Donc dans le Morvan, en Bretagne, en Auvergne, voilà, et c'est là que l'on trouve donc les sapinières. Qui sont exploités en fait comme des propriétés agricoles. D'ailleurs, les propriétaires de sapinières ont le statut d'agriculteur. Le sapin de Norman, en ce moment, représente en France les 3/4 des ventes. Et le quart restant de la production est représenté par l'épicéa. Alors la différence entre les deux, en fait, tient à deux critères principalement. Le Norman donc va conserver ses aiguilles pendant très longtemps et vous n'aurez pas à sortir la balayette toutes les 5 minutes. Malheureusement, il est moins parfumé que l'épicéa. Alors l'épicéa, lui, va sentir très très bon. Vous savez, ces odeurs d'agrumes et de pain. Hein. Et par contre, il va finir un peu dénudé et ne pourra pas prolonger sa vie trop longtemps chez vous. En plus du sapin de Norman et de l'épicéa, qui pour la plupart sont cultivés en France, et hormis quelques sujets qui nous arrivent importés de Belgique et de Danemark, il va y avoir aussi localement, mais de façon très très confidentielle, un sapin qu'on appelle le sapin pectiné. Et nous en avons ici, hein, c'est un sapin européen qui en sylviculture peut monter entre 60 et 80 mètres de hauteur. Alors un conseil à ne pas replanter dans son jardin et qui peut vivre jusqu'à 500 ans. Ça, on ne sera pas là pour le voir. Et donc ce sapin pectiné qui porte d'autres noms, hein, sapin blanc, sapin de Normandie, sapin des Vosges, et tout le monde se l'étend un peu attribué. Le sapin noir aussi, curieusement, fait un bois blanc qui est vendu en menuiserie sous le nom de sapin. Hein. Et il n'a pas de cadeau résinifère, ce qui est intéressant parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'acheter un meuble en bois blanc et de rester ensuite collé dessus. Alors dans la nature, on va le reconnaître parce qu'en fait, à l'âge adulte, sa cime qui est au début pointue comme celle du Norman ou de l'épicéa, s'épaissit pour faire un genre de nid de cigogne et lui donner une silhouette caractéristique. Alors comme je vous l'ai dit, la culture du sapin de Noël est une culture en fait traditionnelle, hein, donc génératrice d'emplois, ce qui est assez intéressant. Mais voilà, avec tout ce qui accompagne l'agriculture traditionnelle, c'est-à-dire des produits voilà qui sont en ce moment remis un peu en question. D'où la création d'une filière bio en fait. Il existe du sapin biologique. Alors pour le moment c'est assez confidentiel. Hein. Il y a entre 30 000 et 35 000 arbres par an qui sortent avec ce label.
mais c'est quelque chose qui est en train de gagner petit à petit. Alors comment fait-on pour gérer une sapinière en biologie? Eh ben c'est là qu'intervient un petit mouton magique, alors qui ressemble beaucoup au mouton qu'on voit dans Wallace et Gromit, qui est le mouton du Shropshire. Alors le Shropshire, c'est difficile à prononcer, mais bon, charmant à regarder. C'est l'appellation de deux choses. C'est l'appellation d'un fromage et d'un mouton, alors qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier Shropshire, qui est un fromage britannique, qui a été créé dans les années 70, c'est un bleu à pâte orange. Alors oui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est un bleu à pâte orange. J'en ai goûté à Lourdes, j'en ai trouvé chez un fromager. Et le colorant, en fait, est issu d'une plante exotique qui s'appelle le roucou et qui se trouve au Brésil. Et c'était ce nom aussi qui donnait l'appellation aux populations qui se couvraient de la peau pour se protéger du soleil et des insectes, qui se couvraient donc la peau avec ce colorant, et on les avait baptisés les roucouyennes. Donc fromage de vache, rien à voir avec notre mouton. Le mouton, par contre, c'est une race qui a été créée en Angleterre, alors que le fromage, lui, a été créé en Écosse. Alors comment cette race de mouton est apparue? Eh bien, au milieu du 19e siècle, par sélection successive dans le comté du Shropshire, donc, on a sélectionné ces animaux qui ont la particularité extraordinaire de ne pas brouter les arbres. Donc c'est très très intéressant. Ils n'abroutissent pas, c'est le terme exact. Et ils ont la bouche tellement délicate qu'en fait ils ne s'attaquent absolument pas aux écorces. Donc par conséquent ils délaissent aussi les bruyères et les chardons. Alors c'est un mouton qui a la tête et les pattes noires et une laine qui est très très dense, ce qui fait qu'elle ne s'accroche absolument pas dans les branches, et c'est vraiment un caractère qui est intéressant. Alors pendant très longtemps, il y a eu des soucis parce qu'il avait la tête couverte de laine, et à tel point qu'il arrivait à être aveuglé par la laine. On appelle ça l'aveuglement lainier. Je ne connaissais pas. Et il y a eu des sélections américaines qui ont dégagé la tête, donc on se retrouve avec des brebis qui ressemblent un peu aux brebis de Wallace et Gromit, et avec une tête noire, glabre, et la laine se cantonnant sur le reste du corps. C'est une race qui s'est répandue mondialement parce qu'elle a de grandes qualités, de la rusticité, les brebis mettent bas toutes seules sans problème. La laine est appréciée, elles produisent également du lait. Donc voilà, c'est une race qu'on trouve absolument partout, aussi bien en Australie qu'en Amérique. La race n'est malheureusement pas reconnue en France, ce qui empêche les éleveurs actuellement de pouvoir avoir leur indépendance pour ce qui est des sélections génétiques. Cette race donc va désherber les espaces. Elle est aussi utilisée dans les vergers, et récemment aussi on l'a introduite dans les vignes. Et ça permet donc de garder les espaces propres. Par piétinement, ça fait rentrer dans le sol tous les parasites et toutes les maladies qui pourraient exister sur les feuilles qui traînent au sol. Et de plus, la présence des moutons éloigne les rongeurs, donc que du bonheur. Cette race a une bouche extrêmement fragile, et c'est ce qui fait qu'elle ne s'attaque pas donc aux arbres, aux arbustes et aux branchages. Et c'est ce qui fait que peut-être vous pourriez l'envisager pour remplacer la tondeuse à la maison. Bon, assez de plaisanteries. Je remercie tous les gens qui nous ont envoyé des retours positifs, ça fait plaisir. Je vous envoie le bonjour de la Grénothèque de Lourdes, et je salue l'agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées qui nous a fait une belle place dans les pages des médiathèques. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Annick Valéry pour Radio Gréno.